Dehors. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille, m'a hurlé mon père à Thanksgiving. J'ai souri. Alors, qu'il paie les 9600 €. Le lendemain, police, larmes et chaos total. Je m'appelle Amélie. J'ai 32 ans et jusqu'à Noël dernier, j'étais la fille magnifique qui contribuait à hauteur de 9600 € par an pour soutenir mes parents ingrats. Ce soir-là, après que mon père m'a rejeté à table devant toute notre famille, je suis rentré chez moi et j'ai systématiquement annulé chaque facture, service et système que je finançais depuis 8 ans. Ce que je n'avais jamais anticipé, c'est le chaos total qui s'ensuivrait au lever du jour. J'ai été élevé dans un quartier de classe moyenne à Reims avec mes parents, Éléonore et Thierry. Dès le début, il y a toujours eu une inégalité dans notre foyer. Mon jeune frère, Julien, qui a actuellement 27 ans, était le favori incontesté. Je l'ai reconnu très tôt, peut-être vers l'âge de 7 ans, quand il a obtenu un vélo tout neuf pour avoir eu un décembre 2020 sur son bulletin, tandis que mes parfaits 18/20 me valaient une tape sur la tête et un rappel de maintenir ce niveau. Cette tendance a persisté tout au long de notre enfance. Julien avait la plus grande chambre, les vêtements les plus neufs et les acclamations les plus enthousiastes lors des événements scolaires. J'ai appris à accepter mon rôle de fille fiable mais quelque peu négligée, qui ne pourrait jamais tout à fait égaler mon frère aux yeux de mes parents. Le véritable tournant s'est produit quand j'avais 18 ans. Papa a perdu son poste à l'usine automobile où il travaillait depuis 20 ans. L'entreprise réduisait ses effectifs et, malgré son expérience, il a été parmi les premiers à être licencié. Maman avait toujours été réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire de quartier, mais ses revenus étaient insuffisants pour entretenir notre foyer. La situation financière de notre famille a chuté. Je me préparais à commencer l'université lorsque cela s'est produit. Contrairement à Julien, qui était encore au lycée, j'ai dû trouver comment financer mes études. J'ai obtenu des prêts étudiants, cumulé 3 petits boulots et à peine dormi pendant 4 ans. Je servais des tables le matin, travaillais à la bibliothèque universitaire l'après-midi et faisais de la saisie de données depuis ma chambre d'étudiante le soir. Pendant ce temps, Julien continuait à obtenir toute l'aide financière que nos parents pouvaient lui fournir. Quand il a commencé l'université 3 ans plus tard, ils ont trouvé l'argent pour ses frais de scolarité, allant même jusqu'à contracter une deuxième hypothèque sur leur maison. Par un miracle de détermination et d'énormes quantités de café, j'ai obtenu mon diplôme en informatique. 6 mois de recherche d'emploi intensive plus tard, j'ai décroché un poste dans une entreprise de technologie en pleine expansion à Lyon. À 24 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer financièrement. C'est à ce moment-là que mes parents ont commencé à appeler plus fréquemment. Au début, c'était juste pour prendre des nouvelles, mais bientôt les discussions se sont tournées vers leurs factures qui s'accumulaient, la possibilité d'une saisie de leur maison et leur fonds de retraite qui diminuait. Je me sentais coupable de les voir en difficulté alors que j'étais enfin à l'aise, alors j'ai proposé de les aider. Ce qui a commencé comme une aide occasionnelle s'est rapidement transformé en soutien financier régulier. En l'espace d'un an, je couvrais leur hypothèque mensuelle de 750 €, 150 € de charges et 500 € pour les mensualités de leur voiture. Mes parents ne m'ont jamais directement demandé d'assumer ces responsabilités de façon permanente, mais il y avait toujours une crise, toujours une raison pour laquelle ils avaient juste besoin d'aide un mois de plus. Finalement, c'est devenu une attente tacite, un devoir plutôt qu'un choix. Pendant ce temps, Julien avait lancé une série d'entreprises, dont aucune ne semblait jamais réussir. D'abord, une entreprise de dropshipping en ligne vendant de l'électronique importée qui a fait faillite après 6 mois. Puis est venue l'idée d'un food truck qui n'a jamais réellement eu de camion. Ensuite, un plan d'investissement en crypto-monnaie qui lui a coûté, ainsi qu'à nos parents, près de 15 000 € de leurs économies. Malgré tout, nos parents sont restés ses plus grands supporters. Julien a juste besoin d'un grand coup de pouce, disait maman. Il a une telle vision. Papa informait fièrement les voisins que Julien était un homme d'affaires, tout en mentionnant rarement ma carrière stable qui, littéralement, maintenait leurs lumières allumées. Ma meilleure amie, Laurine, voyait la situation plus clairement que moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université alors que nous travaillions toutes les deux au café du campus et elle avait observé ma dynamique familiale au fil des ans. « Il profite de toi, Amélie », m'a-t-elle dit lors d'une de nos soirées vin hebdomadaires dans mon appartement. « Tu t'en rends compte, n'est-ce pas ? 9600 € par an que tu leur donnes. Et qu'est-ce que tu reçois en retour ? Même pas un merci. C'est ma famille, répondais-je, la justification sonnant plus faible à chaque fois.
Qu'est-ce que je suis censé faire? Les laisser perdre leur maison. Laurine secouait la tête, peu convaincue. Il y a une différence entre aider sa famille et être exploité par elle. Je savais qu'elle avait raison, mais le reconnaître signifiait affronter une vérité douloureuse sur les gens qui m'avaient élevé. Au lieu de cela, j'ai continué à payer, espérant une reconnaissance qui n'est jamais arrivée. Il y a eu des moments où leur manque de gratitude était impossible à ignorer. Pour les 60 ans de maman, j'ai dépensé 2000 € pour un week-end à Bordeaux pour elle et papa, avec des billets de théâtre et des réservations dans un restaurant étoilé au Michelin. À leur retour, tout ce que j'ai entendu, c'est comment Julien l'avait appelé le jour de son anniversaire et lui avait écrit la plus belle des cartes. Mon cadeau n'a mérité qu'un bref nous avons passé un bon moment avant que la conversation ne revienne sur la dernière idée de Julien. Puis il y a eu l'urgence médicale de papa l'année dernière. Il a dû subir une opération de la vésicule biliaire et j'ai pris 2 semaines de congé sans solde pour aider à la maison. J'ai cuisiné, nettoyé, les conduit à ses rendez-vous de suivi et géré ses médicaments. À la fin de mon séjour, il se plaignait que j'avais réorganisé son pilulier de la mauvaise manière et m'a dit que Julien l'aurait mieux fait s'il n'avait pas été si occupé avec ses réunions d'affaires. Ces réunions étaient en fait Julien jouant au poker avec ses amis, comme je l'ai découvert plus tard. Plus récemment, le dernier échec commercial de Julien, un service de boxe par abonnement pour jouer pour animaux de compagnie, s'est effondré après seulement 3 mois. Il avait convaincu 2 investisseurs locaux de le soutenir, et il menaçait d'intenter une action en justice lorsque l'entreprise a été dissoute. Mes parents m'ont appelé en panique, suggérant de manière pas si subtile que je pourrais aider ton frère à sortir de cette petite situation. La petite situation m'aurait coûté 10 000 €, que j'ai refusé de fournir. Cela a créé des semaines de froideur et de culpabilisation sur la loyauté familiale. Malgré tout cela, je maintenais un modeste appartement à Lyon, conduisais une voiture de 8 ans et reportais mes propres rêves d'acheter une maison. Mon salon comportait un grand bocal en verre étiqueté fonds d'urgence qui était exclusivement destiné aux besoins imprévus de mes parents. Laurine détestait ce bocal. Elle l'appelait mon bocal de la culpabilité et suggérait que je dépense plutôt cet argent en thérapie pour découvrir pourquoi tu les laisses te traiter comme un distributeur automatique de billets sur pattes. Avec le recul, j'aurais dû l'écouter plus tôt. 2 semaines avant Noël, j'ai terminé la direction d'un projet majeur au travail. Notre équipe avait lancé avec succès une nouvelle plateforme logicielle pour un client de premier plan et le PDG nous a personnellement félicités. Au-delà de la reconnaissance professionnelle, ce succès s'est accompagné d'une prime de fin d'année substantielle. Pour la première fois depuis des années, je me sentais suffisamment en sécurité financièrement pour envisager de verser un acompte sur une petite maison au printemps. Le même jour, maman a appelé pour discuter des plans de Noël. On pensait que tu pourrais nous recevoir cette année, a-t-elle dit sans vraiment me demander si je le voulais. Notre maison devient trop petite et tu as ce bel appartement. J'étais surprise car il s'était plaint de mon appartement stérile l'année précédente lorsque je les avais reçus. Maman avait passé tout le repas à souligner que ma cuisine était différente de ses recettes traditionnelles, tandis que papa grognait à propos de mes chaises de salle à manger inconfortables. Pourtant, j'ai accepté, espérant que peut-être cette année serait différente. Bien sûr, ça a l'air génial, ai-je dit, réorganisant déjà mentalement mes meubles pour accueillir tout le monde. Je m'occupe de tout. Le week-end avant Noël, Laurine m'a accompagné à l'épicerie alors que je faisais mes courses. J'ai dépensé près de 350 € pour une dinde bio, des ingrédients de première qualité pour les accompagnements, 3 sortes de tartes différentes et plusieurs bouteilles de vin cher. Tu es sûr qu'ils apprécieront tout cet effort, a demandé Laurine alors que j'hésitais entre 2 marques de sauce aux érelles. L'année dernière, ta mère a dit que ta purée de pommes de terre était trop crémeuse. Cette année sera différente, ai-je insisté, choisissant l'option la plus chère. J'ai eu cette prime. Nous avons beaucoup à célébrer. J'ai appelé Julien pour savoir s'il apporterait quelque chose pour le repas. Désolé, Serette. Un peu juste en ce moment, a-t-il dit. Je pouvais entendre des jeux vidéo à plein volume en arrière-plan. Mais je serai là, c'est sûr. Je lance une nouvelle entreprise bientôt. J'ai de gros investisseurs en ligne de mire. Pas de problème, ai-je répondu, ajoutant des verres à vin à mon panier. J'ai tout prévu. 3 jours avant Noël, maman a rappelé. On a réfléchi, a-t-elle commencé, ce qui, j'avais appris, était rarement bon signe. Il serait peut-être mieux de dîner chez nous après tout. Tante Brigitte a mentionné qu'elle aimerait revoir la maison. Et tu sais ce que ton père pense du fait de manger loin de la maison les jours de fête.
J'ai regardé mon réfrigérateur plein à craquer et le chemin de table aux motifs automnaux fraîchement acheté. Mais j'ai déjà tout acheté. Je me prépare depuis des jours. Eh bien, tu peux tout simplement tout apporter ici, a-t-elle dit comme si c'était la solution la plus simple du monde. Ce sera plus chaleureux à la maison de toute façon. J'ai donc réorganisé mes plans. La veille de Noël, j'ai passé des heures à préparer des plats faciles à transporter, j'ai soigneusement emballé mes décorations et j'ai essayé de rester positive. Ce soir-là, en déposant quelques préparatifs chez eux, j'ai entendu papa au téléphone avec un parent. Amélie ? Bien sûr, elle aide pour le dîner, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Mais entre nous, elle ne contribue jamais assez pour nous, vu comme elle s'en sort bien. Tout cet argent et elle nous laisse encore nous débattre parfois. Je suis resté immobile dans le couloir, la saumure de dinde à la main, tandis que ces mots me frappaient. Ne contribue jamais assez. Je leur fournissais 9 600 € par an, près de 10% de mon revenu après impôt. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je n'ai pas pu dormir. Les avertissements de Laurine résonnaient dans ma tête. Avait-elle raison ? N'étais-je devenu rien d'autre qu'une ressource financière pour ma famille ? J'ai envisagé de fixer des limites, mais je m'inquiétais des conséquences. Et s'ils avaient vraiment besoin de moi ? Et que je ne pouvais tout simplement pas le voir à travers mes sentiments blessés. Le matin de Noël est arrivé avec un ciel couvert et une légère neige, assortie à mon humeur incertaine. J'ai chargé ma voiture de contenants de nourriture, d'une boîte de décoration et de bouteilles de vin cher. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a duré 40 minutes, pendant lesquelles j'ai pratiqué des affirmations positives. Aujourd'hui sera différent, me suis-je dit. Ils reconnaîtront tout ce que je fais pour eux. Ils m'apprécieront. Je me suis garé devant la modeste maison de 3 chambres avec un revêtement légèrement décoloré, dont l'hypothèque était prélevée sur mon compte en banque le 1er de chaque mois. Prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé la première tournée de sac et me suis dirigé vers la porte, espérant que ce Noël apporterait enfin la reconnaissance que je cherchais depuis si longtemps. J'ai frappé à la porte de la maison de mes parents, les bras chargés de sacs de course. Papa a ouvert après mon 3e coup, jetant à peine un regard au sac lourd qui tirait sur mes bras. « Tu bloques l'allée » a-t-il dit en guise de salut. « Julien devra se garer là quand il arrivera. »« Bonjour à toi aussi, papa » ai-je répondu, me faufilant à l'intérieur. « Je la déplacerai après avoir tout déchargé. » Il m'a regardé de haut en bas. « C'est une nouvelle voiture, ça ? Ça a l'air bien chic pour quelqu'un de ton âge. » La voiture chic était une berline de milieu de gamme, le premier véhicule neuf que j'avais acheté dans ma vie d'adulte après avoir conduit ma voiture d'étudiante jusqu'à ce qu'elle tombe littéralement en panne sur l'autoroute. Je l'avais achetée il y a 2 mois, après 8 ans à conduire une voiture avec une climatisation défaillante et une portière passager qui refusait parfois de s'ouvrir. Oui, j'avais besoin d'une voiture fiable pour le travail, ai-je expliqué, sans savoir pourquoi je ressentais le besoin de justifier mon achat. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux se sont écarquillés en voyant ma tenue, une simple robe pull bordeaux que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Eh bien, regarde-toi toute pomponnée » a-t-elle dit avec un sourire pincé. Certains d'entre nous cuisinent depuis 6 heures ce matin, alors on n'a pas eu le temps pour tout ça, a-t-elle ajouté en faisant un vague geste vers mon maquillage minimaliste et mes cheveux coiffés. J'ai tout apporté, préparé et prêt à cuire, ai-je dit en soulevant les sacs, y compris la dinde de 10 kg dont nous avions parlé. Le four est à toi, a-t-elle répondu. Bien que j'ai déjà commencé ma farce traditionnelle. Tu sais que ton père n'aime que ma recette. J'ai passé les 2 heures suivantes à prendre possession de la cuisine, à organiser les plats et à tout minuter pour que ce soit prêt à 15 heures, l'heure à laquelle nous avions convenu de manger. Par l'embrasure de la porte de la cuisine, je pouvais voir maman et papa regarder un match de football, commentant occasionnellement les actions, mais n'offrant jamais leur aide. À 13h30, la sonnette a retenti. J'ai entendu des salutations enthousiastes et le rire éclatant de mon frère. Julien était arrivé et, à en juger par le son, il recevait un accueil de héros. « Le voilà » s'est exclamé papa. « L'homme du jour !» Je me suis essuyé les mains et suis entré dans le salon pour voir Julien être étreint avec enthousiasme par nos 2 parents. Il n'avait rien apporté d'autre que lui-même, et pourtant ils agissaient comme s'il avait livré le festin entier. « Salut, sœurette » a-t-il dit en me remarquant enfin. « Ça sent bon. Tu as toujours été la magicienne de la cuisine. » Avant que je puisse répondre, la sonnette a de nouveau retenti.
C'était tante Brigitte, oncle Georges et la cousine Nathalie, la seule famille élargie à se joindre à nous cette année. Ils sont entrés bruyamment avec des bouteilles de soda et une bûche de Noël achetée en magasin qui a reçu des louanges effusives de ma mère. Amélie est dans la cuisine, leur a dit maman en prenant leur manteau. Elle a insisté pour tout cuisiner elle-même cette année. Tante Brigitte s'est dirigée vers la cuisine et m'a donné une accolade chaleureuse. Besoin d'un coup de main, ma chérie? On dirait que tu as une sacrée opération en cours ici. Sa gentillesse m'a presque fait pleurer après des heures de travail en solitaire. En fait, si tu pouvais m'aider à mettre la table, ce serait formidable. Alors que nous disposions la belle vaisselle que j'avais lavée plus tôt, elle était poussiéreuse à force de ne pas servir. Tante Brigitte a parlé de son jardin communautaire et des cours de Nathalie à l'université. C'était la première conversation agréable que j'avais eue depuis mon arrivée. Au moment de nous rassembler autour de la table, j'avais produit un festin de Noël digne d'une photo, une dinde dorée, une sauce aux érelles maison, de la purée de pommes de terre, des légumes rôtis, 3 sortes de tartes refroidissant sur le comptoir, et 2 types de farces, la traditionnelle et celle aux huîtres, malgré le commentaire antérieur de maman. J'avais quand même préparé la préférée de papa. La dinde a l'air un peu sèche, a commenté maman alors que papa commençait à la découper. J'ai l'habitude de la couvrir de beurre avant de la rôtir. J'ai mordu ma langue. J'avais en fait utilisé un mélange de beurre et d'herbes sous la peau, en plus d'un arrosage régulier, mais il ne servait à rien de défendre mes méthodes de cuisson. Ce vin est terriblement sucré, s'est plaint papa après avoir goûté la bouteille à 60 € que j'avais achetée sur la recommandation d'un sommelier. Julien, qui en était déjà à son 2e verre, a haussé les épaules. Ça me va. L'alcool gratuit est le meilleur, non? Le plan de table n'avait pas été prévu, mais je me suis retrouvé à l'extrémité de la table rectangulaire, avec Julien assis entre nos parents à l'autre bout. Tante Brigitte, oncle Georges et Nathalie occupaient le milieu, créant une manifestation physique de ma distance émotionnelle avec ma famille immédiate. Papa a mené la prière avant le repas, une tradition dans notre foyer. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture et pour avoir ramené Julien sain et sauf parmi nous. Nous sommes reconnaissants pour la santé, pour cette maison et pour la famille. Amen. Aucune mention de ma contribution au repas ou à l'hypothèque de la maison. Alors que nous commencions à nous servir, oncle Georges m'a posé des questions sur mon travail. Amélie, ta mère a mentionné que tu travailles avec les ordinateurs. Que fais-tu exactement, déjà? Je suis développeuse de logiciels senior, spécialisée dans les systèmes de technologie financière, ai-je expliqué. Mon équipe vient de lancer avec succès une plateforme bancaire majeure qui sera utilisée par des millions de personnes. Donc tu répares les ordinateurs quand ils tombent en panne, a interrompu papa avant que je puisse élaborer. Non, je conçois et construis les logiciels qui fonctionnent dessus, ai-je clarifié pour ce qui me semblait être la 100e fois. En fait, je viens de diriger un projet qui a rapporté à notre entreprise un contrat de plusieurs millions d'euros. J'ai reçu une belle prime pour ça. En parlant d'entreprise à succès, a interjeté maman en se tournant vers Julien. Raconte à tout le monde ta nouvelle idée, mon chéri. Et voilà, la conversation a basculé. Ma réussite, qui avait nécessité des mois de travail de 60 heures par semaine, a été balayée au profit du dernier concept non éprouvé de Julien. Je lance une application de fitness axée sur la technologie, a annoncé fièrement Julien. Ça va révolutionner la façon dont les gens s'entraînent à la maison. J'ai déjà le business plan et je rencontre des investisseurs le mois prochain. Ça a l'air fascinant, a dit papa, rayonnant de fierté. Notre fils, l'entrepreneur. J'ai mangé ma dinde en silence, qui n'était d'ailleurs pas sèche du tout. Le repas que j'avais passé des jours à préparer et des centaines d'euros à financer était consommé avec une reconnaissance minimale, tandis que Julien tenait le crachoir en décrivant une entreprise qui n'existait que dans son imagination. Alors que nous passions au dessert, le monologue de Julien sur son application de fitness continuait sans relâche. L'investissement initial nécessaire n'est même pas si élevé, disait-il en gesticulant avec sa fourchette. Juste 35 000 € pour construire le prototype et mettre en place le marketing. Maman a hoché la tête avec enthousiasme. On pensait qu'on pourrait peut-être t'aider à démarrer, n'est-ce pas, Thierry? Papa a bombé le torse. Nous avons encore quelques économies que nous pourrions utiliser. La famille doit soutenir les rêves des uns et des autres. J'ai failli m'étouffer avec ma tarte au potiron. Les quelques économies auxquelles il faisait référence étaient leur fonds de retraite, qui était déjà dangereusement bas. Julien, ai-je dit prudemment, en essayant de garder un ton neutre.
Qu'est-ce qui rend cette application différente des centaines d'autres déjà sur le marché? As-tu fait une étude de la concurrence? Julien a levé les yeux au ciel. Bien sûr que oui, Amélie. Mais la mienne a un angle unique que personne d'autre ne fait. Lequel, ai-je insisté. Je ne veux pas entrer dans les détails avec tant de monde autour, a-t-il esquivé. Le vol d'idées est une réalité dans le monde de la tech, comme tu devrais le savoir. J'ai pris une lente inspiration. Je suis juste inquiète parce que pour obtenir des investisseurs, il faut un business plan solide. Le marché des applications de fitness est incroyablement saturé et le taux d'échec pour les nouveaux entrants est supérieur à 90%. La voilà qui recommence, a soupiré maman en regardant les autres d'un air désolé. Toujours à gâcher la fête de Julien. Je ne gâche rien du tout, me suis-je défendu. Je travaille dans la tech. J'essaie d'offrir une perspective réaliste avant que vous n'investissiez vos économies de retraite dans une autre entreprise qui pourrait ne pas réussir. Que veux-tu dire par une autre entreprise, a demandé Julien, le visage rougeoyant. Ce n'est pas parce que tu as un travail ennuyeux dans une grande boîte que tout le monde veut ça. Certains d'entre nous prennent des risques pour atteindre la grandeur. Les risques sont une bonne chose, ai-je répondu. Mais ce serait la 4e idée d'entreprise que tu poursuis en 3 ans. Le magasin de dropshipping, le food truck, le groupe d'investissement en crypto-monnaie. Aucun d'entre eux n'a rapporté le moindre profit. Tu es juste jalouse, a lâché Julien. Tu l'as toujours été. Tu ne supportes pas que maman et papa soutiennent mes ambitions. Soutenir. Le mot a flotté dans l'air un instant avant que je ne continue. Ma voix était calme mais ferme. Savez-vous qui a réellement soutenu maman et papa ces 8 dernières années? Moi. Leur hypothèque, leurs charges, les mensualités de leur voiture, tout ça. 9 600 € par an. Un lourd silence est tombé sur la table. Tante Brigitte et oncle Georges ont échangé des regards gênés. Nathalie est soudainement devenue très intéressée par sa tarte. Amélie, a dit papa, sa voix dangereusement basse. On ne discute pas des finances familiales devant les invités. Je suis désolé, mais je pense que c'est pertinent quand vous parlez d'investir de l'argent que vous n'avez pas dans l'entreprise de Julien, ai-je répondu. Si vous mettez vos économies là-dedans et que ça échoue, qu'adviendra-t-il de votre retraite? Qui pensez-vous finira par combler le manque à gagner? Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants, a dit maman sur la défensive. Financièrement, ai-je demandé. Parce que je me suis payé mes études avec 3 boulots et des prêts que j'ai remboursés moi-même, pendant que Julien avait ses frais de scolarité couverts. Ce n'est pas juste, a protesté faiblement maman. Ce qui n'est pas juste, c'est que je paie vos factures depuis près d'une décennie avec à peine un merci, tandis que Julien est loué pour des idées qui ne se matérialisent jamais, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma franchise. Si vous investissez dans cette application et perdez cet argent, je veux que vous compreniez que je ne pourrai peut-être pas augmenter mon soutien pour compenser. Papa a frappé sa main sur la table, faisant sursauter les assiettes. Son visage était devenu d'un rouge dangereux. Sors d'ici, a-t-il crié. Payer des factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Comment oses-tu nous jeter ton aide financière à la figure? Personne ne t'a demandé de payer nos factures. La pièce est redevenue silencieuse. Même Julien semblait choqué par l'explosion de papa. Thierry, a commencé tante Brigitte, mais papa l'a interrompu d'un geste de la main. Non, j'en ai marre de son complexe de supériorité, a-t-il continué, de venir ici, de tout critiquer, d'agir comme si elle maintenait cette famille à flot. On s'en sortait très bien avant qu'elle ne commence à aider, et on s'en sortira très bien si elle arrête. Maman s'est penchée et a chuchoté assez fort pour que tout le monde entende. Tu es juste jalouse de ton frère. Tu l'as toujours été. Je suis resté parfaitement immobile, un étrange calme m'envahissant. 8 ans de soutien financier, de sacrifice, de rêve, d'espoir de reconnaissance, et voilà leur réponse. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et je me suis levé. Alors, qu'il paie les 9 600 €, ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la tempête à l'intérieur. Papa n'avait pas fini. Tu as toujours été difficile, même enfant. Jamais reconnaissante, toujours à tout remettre en question. Tu penses que ton travail prestigieux et ton argent te rendent meilleur que nous. La famille, c'est une question de loyauté, pas de signe d'euro. Julien comprend ça. Toi, jamais. J'ai pris mon sac à main et mes clés de voiture sans répondre. Que restait-il à dire? Si tu quittes cette table,
ne te donne pas la peine de revenir, a-t-il ajouté, son ultimatum flottant dans l'air entre nous. Thierry, tu ne le penses pas, s'est levée tante Brigitte. C'est juste un malentendu. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il le pensait. Ce n'était pas une déclaration faite sous le coup de la colère. C'étaient des années de ressentiment qui trouvaient enfin une voie. Je vais chercher mon manteau, ai-je dit simplement. Alors que je me dirigeais vers le placard, j'ai entendu des chaises racler. Des pas m'ont suivi dans le couloir. C'était Nathalie. Amélie, attends, a-t-elle dit doucement. Tu es en état de conduire? C'était vraiment intense là-dedans. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Je vais bien. Merci de t'en inquiéter. Ce qu'ils ont dit n'était pas juste, a-t-elle ajouté. Nous savons tous à quel point tu fais pour eux. Je l'ai brièvement étreinte, puis j'ai enfilé mon manteau et suis sorti par la porte d'entrée. Avant de la refermer derrière moi, j'ai jeté un dernier regard à la salle à manger. Maman réconfortait Julien, qui était devenu d'une manière ou d'une autre la victime dans ce scénario. Papa remplissait son verre de vin, les mains tremblant légèrement. Tante Brigitte et oncle Georges étaient assis dans un silence gêné. J'ai fermé la porte et me suis dirigé vers ma voiture chic, les larmes coulant enfin alors que je m'éloignais de la maison pour laquelle j'avais payé toutes ces années. J'ai conduit sans but pendant près de 30 minutes, les larmes brouillant ma vision jusqu'à ce que je m'arrête finalement au parc de la Vesle, un endroit calme le long de la rivière. Le parc était désert le soir de Noël, ce qui me convenait parfaitement. Je me suis assise sur un banc froid surplombant l'eau, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré avec un texto de Laurine. Comment se passe le cirque familial? Au lieu de répondre par texto, je l'ai appelée. Quand elle a répondu, je pouvais à peine parler à travers mes sanglots. Amé, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Sa voix était pleine d'inquiétude. Entre des respirations tremblantes, j'ai raconté la confrontation, les mots cruels de papa et mon départ abrupt. Où es-tu maintenant? A-t-elle demandé. Au parc de la Vesle. Reste là. Je viens te chercher. 20 minutes. Fidèle à sa parole, la voiture de Laurine s'est garée 18 minutes plus tard. Elle avait quitté son propre Noël en famille pour venir à ma rescousse. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc, a mis son bras autour de mon épaule et a écouté pendant que je complétais les détails que j'avais été trop ému pour expliquer au téléphone. Je suis tellement désolé, Amé, a-t-elle dit quand j'ai fini. Mais honnêtement, je suis aussi soulagé. Soulagé. J'ai essuyé mes yeux avec le mouchoir qu'elle m'a offert. Oui, il fallait que ça arrive. Ils profitent de toi depuis des années, et tu les laisses faire parce que tu continues d'espérer qu'ils se transformeront soudainement en parents aimants et reconnaissants. Elle m'a serré l'épaule. Certains parents ne sont tout simplement pas capables de ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé, me sentant perdu. D'abord, on va prendre un café et on établit un plan. Ensuite, tu reprends ton pouvoir. Nous sommes allés dans un petit café qui était ouvert ce jour férié. Autour de tasses fumantes, Laurine m'a aidé à voir la situation clairement. Ce n'était pas seulement de l'exploitation financière. C'était des années d'abus émotionnels. La comparaison constante avec Julien, le mépris de mes réussites, l'attente d'un soutien sans gratitude. Tout cela formait un schéma que j'avais été trop proche pour reconnaître. Ils t'ont renié ce soir, a dit Laurine sans détour. Après 8 ans à les soutenir, je pense qu'il est temps que tu les prennes au mot. Quand je suis retourné à mon appartement ce soir-là, un étrange sentiment de calme avait remplacé ma détresse antérieure. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, consultant mes dossiers financiers et créant une feuille de calcul détaillant exactement ce que j'avais payé. Mensualité de l'hypothèque, 750 €. Charges, électricité, eau, gaz, 150 €. Mensualité des voitures, pour les 2 parents, 500 €. Assurance auto, 150 €. Forfait téléphonique familial, 100 €. Internet et câble, 120 €. Service de streaming, 40 €. Dépenses d'urgence mensuelles moyennes, 150 €. Total du soutien mensuel, 1960 €. Total annuel, 23 520 €. Voir les chiffres en noir et blanc était saisissant. Je dépensais près de 24 000 € par an pour mes parents, pas les 9 600 € que j'avais mentionnés au dîner. Ce chiffre ne représentait que l'hypothèque, les charges et les mensualités des voitures,
pas les dépenses supplémentaires qui étaient devenues si routinières que je n'y pensais presque plus. En 8 ans, je leur avais donné près de 200 000 euros. De l'argent qui aurait pu m'acheter ma propre maison. De l'argent qui aurait pu être investi pour mon avenir. De l'argent qui ne m'avait valu que du mépris. En regardant la feuille de calcul, une autre prise de conscience m'a frappé. La plupart de leurs systèmes domestiques étaient liés à des comptes que j'avais créés et payés. Leurs services Internet, les plateformes de streaming qu'ils regardaient tous les soirs, même le système de sécurité domotique que j'avais installé l'année dernière après un cambriolage chez un voisin. Tout était à mon nom, payé par mes comptes. Un instant, j'ai hésité. Les couper serait une mesure drastique. Mais je me suis souvenu des mots de papa, payer des factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Et de l'accusation chuchotée de maman, tu es juste jalouse de ton frère. Mes mains se sont déplacées avec détermination sur le clavier alors que je commençais à annuler systématiquement les paiements et à fermer les comptes. D'abord, j'ai supprimé le paiement automatique pour l'hypothèque du mois suivant, puis les charges, les mensualités des voitures, l'assurance. Pour chaque service, j'ai envoyé un email formel les informant que je ne serais plus la titulaire du compte et que la responsabilité du paiement reviendrait à Thierry et Éléonore Martin, avec effet immédiat. Ensuite sont venus les services numériques. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes de streaming, puis j'ai retiré leurs appareils de la liste autorisée. Je me suis connecté au système de domotique et j'ai téléchargé une sauvegarde de leurs paramètres avant de supprimer mes informations de paiement. À chaque compte que je fermais, à chaque paiement que j'annulais, je sentais un poids se lever. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la libération. Pendant trop longtemps, j'avais assimilé le soutien financier à l'amour, espérant que si je donnais assez, il me verrait enfin. Mais comme Laurine l'avait souligné, certaines personnes sont incapables de donner l'appréciation et l'amour que nous méritons, peu importe combien nous nous sacrifions. J'ai écrit un bref email au service des ressources humaines de mon entreprise pour demander une semaine de congé personnel, citant une urgence familiale. Puis j'ai envoyé un texto à tante Brigitte. Je suis désolé de la façon dont le dîner s'est terminé. Je veux que tu saches que je n'ai aucune rancune envers toi, oncle Georges ou Nathalie. Ce qui s'est passé ce soir est l'aboutissement d'années de déséquilibre dans ma relation avec mes parents. J'ai besoin de prendre du temps loin d'eux pour réévaluer notre relation. À 23h30 ce soir-là, j'avais terminé mon démantèlement numérique du système de soutien que j'avais construit pour mes parents. La dernière étape était le système de sécurité et de domotique. Avec une profonde inspiration, j'ai initié un arrêt à distance, sachant que cela déclencherait une réinitialisation du système et désactiverait temporairement leurs thermostats intelligents, leurs lumières et leurs caméras de sécurité. J'ai éteint mon téléphone, pris le somnifère que je gardais pour les insomnies occasionnelles, et je suis tombé dans un sommeil sans rêve. Libre pour la première fois en 8 ans du fardeau d'être la gardienne de mes parents. Je me suis réveillé à 9h le lendemain matin, me sentant étrangement légère jusqu'à ce que les événements de la veille me reviennent en mémoire. En allumant mon téléphone, j'ai été accueilli par un barrage de notifications. 37 appels manqués, 52 messages textes et de nombreux emails, tous arrivés aux petites heures du matin. Le premier message vocal que j'ai écouté était de tante Brigitte. Horodaté à 7h15. Amélie, appelle-moi dès que tu auras ce message. Il y a une situation chez tes parents. Ils se sont réveillés pour trouver tout coupé et l'alarme de sécurité qui sonnait. Ils ne pouvaient pas la réinitialiser car le mot de passe a été changé. Ton père a appelé la police en prétendant qu'il y avait eu une intrusion ou un piratage. Ils sont là-bas maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Le message suivant était de Julien, envoyé à 7h22. Putain, qu'est-ce que tu as fait? La voiture a été saisie ce matin. Je devais me rendre à une réunion importante et maintenant je suis coincé chez maman et papa. Règle ça tout de suite. Les messages vocaux de ma mère sont passés de la colère à la manipulation. 7h30. Amélie Martin, tu nous rappelles tout de suite et tu nous expliques ce qui se passe avec tous nos comptes. 8h15 la société de crédit a appelé. Ils ont dit que le paiement a été annulé. C'est une sorte de mauvaise blague après hier soir? 8h45, ton père a des douleurs thoraciques à cause du stress. S'il lui arrive quelque chose, ce sera sur ta conscience. 9h s'il te plaît, ma chérie, si nous avons dit quelque chose pour te contrarier hier, nous sommes désolés. Rappelle-nous, c'est tout. Nous ne pouvons pas gérer tous ces problèmes financiers en même temps. Mon père n'avait laissé qu'un seul message, à 8h30.
sa voix froide et menaçante. Quel que soit le tour que tu joues, ça s'arrête maintenant. J'ai parlé à ton cousin, Gérard, qui est avocat, et il dit que ce que tu fais pourrait constituer un abus financier sur personne âgée. Tu as jusqu'à midi pour tout rétablir ou nous envisageons une action en justice. J'ai parcouru les messages textes qui racontaient une histoire similaire de panique et d'incrédulité. La société de crédit avait envoyé un email automatisé concernant l'annulation du paiement, que ma mère m'avait transféré avec plusieurs points d'exclamation. La compagnie d'électricité avait envoyé un avis indiquant que le service serait coupé dans 3 jours si des arrangements de paiement n'étaient pas pris. Au milieu du chaos, il y avait un texto de Nathalie. Je prends juste de tes nouvelles. C'est la folie ici, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ils n'ont pas été juste avec toi hier, ni, d'après ce que je peux voir, depuis longtemps. Prends soin de toi. Le plus surprenant était un message vocal de l'oncle Georges, qui s'impliquait rarement dans les drames familiaux. Amélie, c'est ton oncle Georges. Je veux juste dire que, bien que ton approche ait causé tout un remue-ménage, ton père et ta mère ont dépassé les bornes hier. La façon dont ils ont méprisé tes contributions était inacceptable. Éléonore et Thierry nous disent depuis des années que c'est Julien qui les aidait financièrement. Nous avons donc tous été choqués d'apprendre que c'était toi depuis le début. Prends le temps dont tu as besoin, mais sache que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort. Je me suis assise sur mon canapé, téléphone à la main, et j'ai réfléchi à la manière de répondre. Après mûre réflexion, j'ai composé un unique email adressé à mes parents, avec Julien, tante Brigitte et oncle Georges en copie. Chère maman et papa, hier soir, au dîner de Noël, vous avez clairement indiqué que mes contributions financières à notre famille ne constituent pas un véritable engagement familial à vos yeux. Papa a spécifiquement déclaré, payer des factures ne fait pas de toi un membre de la famille, et a poursuivi en me demandant de partir. J'ai passé 8 ans à vous soutenir financièrement, payant environ 24 000 € par an pour votre hypothèque, vos charges, vos mensualités de voiture, vos assurances, vos factures de téléphone, votre internet et diverses autres dépenses. Pendant ce temps, mes contributions ont été tenues pour acquises, tandis que Julien recevait des éloges et un soutien pour des entreprises qui ont échoué à plusieurs reprises. J'ai respecté vos souhaits en me retirant complètement de vos affaires financières. L'hypothèque, les charges, les paiements de la voiture et toutes les autres factures ont été retournés sous votre responsabilité. Toutes les informations de compte vous ont été envoyées par email séparément afin que vous puissiez en assumer le paiement. Maman, concernant ton texto sur papa ayant des douleurs thoraciques, s'il y a une véritable urgence médicale, s'il te plaît, appelle le 15. Pas moi. Utiliser les alertes de santé comme manipulation émotionnelle n'est pas acceptable. Papa, concernant ta menace d'action en justice, il n'y a aucune obligation légale pour un enfant adulte de soutenir financièrement ses parents. Tous les comptes étaient à mon nom, et j'ai le droit de mettre fin aux services que je payais volontairement. Je vais prendre du temps loin des interactions familiales pour réévaluer notre relation. J'espère que cette période nous donnera à tous de la clarté sur ce que nous apprécions vraiment dans nos liens familiaux. Amélie. Quelques minutes après avoir envoyé l'email, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Amélie, s'il te plaît. Ton père est à l'hôpital. Sa tension artérielle a atteint des niveaux dangereux ce matin. Le médecin dit que cela aurait pu provoquer un AVC. Tu dois venir tout de suite. Mon cœur s'est emballé de panique et de culpabilité. Avais-je réellement provoqué une urgence médicale ? J'étais sur le point d'attraper mes clés de voiture quand un autre texto est arrivé. Celui-ci de Nathalie. Juste pour que tu saches, oncle Thierry n'est pas à l'hôpital. Lui et tante Éléonore sont chez eux avec la police. Ils essaient de prétendre que tu as piraté leur système ou quelque chose comme ça. Je pensais que tu devais savoir au cas où ils te diraient le contraire. La manipulation était à couper le souffle par son audace. J'ai renvoyé un rapide merci à Nathalie pour la vérité, puis j'ai vérifié mon application de sécurité domestique. J'avais toujours un accès à distance aux caméras que j'avais installées chez mes parents. Les images les plus récentes montraient des policiers dans le salon pendant que mon père gesticulait sauvagement, l'air en parfaite santé, bien qu'extrêmement agité. Tout au long de la journée, les messages ont continué. Julien a envoyé un texto particulièrement venimeux vers midi. Tu as détruit cette famille avec ton égoïsme. Maman et papa ont tout donné pour nous élever, et c'est comme ça que tu les rembourses ? En les humiliant devant la police et en les laissant sans les produits de première nécessité.
Répare ce que tu as cassé, Amélie. C'est ton bazar. J'ai tapé et supprimé plusieurs réponses avant de me contenter d'une réponse d'un seul mot. Non. La semaine suivante, je me suis concentré sur la reconstruction de mon estime de soi. J'ai commencé des séances quotidiennes avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés en donnant la priorité aux besoins de mes parents. J'ai dormi, vraiment dormi, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Le barrage de messages de mes parents a progressivement ralenti lorsqu'ils ont réalisé que j'étais sérieuse quant au maintien de mes limites. Tante Brigitte a rapporté qu'ils avaient été contraints de puiser dans leurs économies pour rétablir leur service public et effectuer un paiement hypothécaire. Julien était retourné vivre temporairement chez eux pour les aider à traverser cette période difficile, ce qui impliquait apparemment de manger leur nourriture et d'utiliser leur Wi-Fi, mais pas de contribuer financièrement. Le développement le plus surprenant est venu de ma famille élargie. Oncle Georges a appelé pour m'inviter à dîner le dimanche chez eux, en précisant explicitement que mes parents ne seraient pas présents. Nathalie envoyait des textos réguliers pour prendre de mes nouvelles, sans jamais me pousser à me réconcilier, mais en offrant un soutien sincère. Même la sœur de ma mère, tante Denise, qui n'était pas présente à Noël, m'a contacté pour me dire qu'elle avait toujours vu à quel point j'étais traité injustement dans la famille. Au fil des jours, mes parents ont tenté de nouvelles stratégies. Maman a envoyé un email avec pour objet les réunions d'urgence familiale, annonçant qu'ils organisaient un grand repas chez eux et s'attendaient à ce que toute la famille y assiste pour mettre cet malheureux incident de Noël derrière nous. L'email ne faisait aucune reconnaissance de leur rôle dans le conflit, aucune excuse pour leurs paroles ou leurs actions, juste l'attente que je revienne au bercail comme si de rien n'était. Julien a fait une dernière tentative pour me culpabiliser afin que je reprenne le soutien financier. Son texto disait « Maman et papa pourraient perdre la maison d'ici janvier si tu n'aides pas. C'est ce que tu veux ? Voir tes propres parents à la rue à cause de ta fierté ? C'est de ta faute, Amélie. Tout ça. » J'ai montré le message à Laurine lors de notre dîner hebdomadaire. Triangulation classique, a-t-elle dit en secouant la tête. Il essaie de faire de leurs problèmes financiers ta responsabilité à nouveau. Se sont-ils au moins excusés ? Pas une seule fois, ai-je confirmé. Ils ont exigé, culpabilisé, menacé, et maintenant ils prétendent que rien ne s'est passé. Mais personne n'a jamais dit « Je suis désolé de t'avoir prise pour acquise pendant 8 ans. » Alors tu as ta réponse, a répondu Laurine. Ils t'ont montré exactement qui ils sont et ce que tu représentes pour eux. Crois-les. 6 mois après ce Noël fatidique, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble sécurisé dont ma famille n'a pas l'adresse. L'argent qui allait autrefois au soutien de mes parents finance maintenant un compte d'épargne d'urgence confortable et les débuts de ma propre entreprise, une société de conseil en développement web que je gère le week-end. Le chemin n'a pas été facile. En janvier, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement abusifs. Entendre d'autres partager des histoires similaires m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu n'était ni normal ni acceptable. Ce n'était pas mon échec en tant que fille, mais l'échec de mes parents à apprécier la fille qu'ils avaient. Mon processus de guérison comprenait des activités spécifiques recommandées par mon thérapeute. J'ai commencé à tenir un journal quotidien, déversant des années de sentiments refoulés sur les pages. J'ai pratiqué la méditation pour calmer l'anxiété qui montait en flèche chaque fois que mon téléphone sonnait. Je me suis mise à l'escalade, trouvant quelque chose d'autonomisant à gravir des murs et à surmonter des obstacles par ma propre force. Par l'intermédiaire de tante Brigitte, j'avais occasionnellement des nouvelles de mes parents. Ils avaient été contraints de réduire leur train de vie, vendant leur maison et déménageant dans un logement locatif plus petit. Papa a trouvé un travail à temps partiel comme agent de sécurité, son premier emploi en plus d'une décennie. Maman a augmenté ses heures de réceptionniste au cabinet dentaire. Il se débrouillait, s'adaptant à la vie sans le filet de sécurité que j'avais fourni pendant si longtemps. L'application de fitness de Julien ne s'est jamais matérialisée. Sans la capacité de mes parents à financer ses entreprises, il avait pris un emploi dans un magasin d'articles de sport. Selon Nathalie, il vivait toujours avec nos parents et se plaignait constamment que j'avais tout gâché. Début avril, j'ai reçu une carte de vœux par la poste, avec des mois de retard. À l'intérieur se trouvait un message générique de mes parents avec une note manuscrite. Nous organisons un grand repas à 16h cette année. Le passé est le passé. La famille devrait être ensemble pour les fêtes. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé, aucune excuse,
juste l'attente que je reprenne ma place dans leur vie comme si rien n'avait changé. J'ai envoyé une réponse polie mais ferme. Merci pour l'invitation. Je ne serai pas présente cette année. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux, mais je suis encore en train de guérir des événements de Noël et des années de déséquilibre dans notre relation. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons reconstruire une connexion plus saine, mais cela nécessiterait une reconnaissance des blessures passées et un engagement au respect mutuel à l'avenir. Ils n'ont jamais répondu. Pour le premier anniversaire de mon indépendance financière vis-à-vis de ma famille, je me suis offert un week-end à Bordeaux, séjournant dans le même hôtel où j'avais autrefois envoyé mes parents pour l'anniversaire de maman. L'ironie ne m'a pas échappé, alors que je profitais du luxe que je n'avais auparavant financé que pour les autres. Toutes les relations familiales n'ont pas été perdues après Noël. Tante Brigitte et oncle Georges sont devenus plus comme des parents pour moi que les miens ne l'ont jamais été. Ils appellent régulièrement, célèbrent mes réussites et ne demandent jamais rien d'autre que ma compagnie. Nathalie et moi nous retrouvons pour un café toutes les quelques semaines, notre lien de cousine plus fort que jamais. De manière plus surprenante, la sœur de ma mère, tante Denise, est devenue une alliée solide. J'ai toujours vu comment il favorisait Julien, m'a-t-elle dit lors d'un long appel téléphonique. J'ai essayé d'en parler à Éléonore il y a des années, mais elle n'a rien voulu entendre. Je veux que tu saches que certains d'entre nous ont toujours vu ta valeur, même quand eux ne le pouvaient pas. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un, chose que j'avais mise en suspens pendant que je gérais la crise financière de ma famille. Michel, un architecte bienveillant que j'ai rencontré par un ami, comprend la complexité familiale. Lors de notre 3e rendez-vous, lorsque j'ai nerveusement expliqué ma rupture avec mes parents, il a tendu la main par-dessus la table et a dit, « La famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui tu es né. Ce sont ceux qui te traitent comme si tu comptais. » En repensant à cette nuit de Noël, je réalise maintenant que lorsque mon père m'a renié à table, il m'a rendu un service inattendu. Il m'a libéré de la prison des attentes irréalistes et du don sans fin que je m'étais construite. En me détournant de la famille qui ne pouvait pas m'apprécier, j'ai trouvé la force de construire une vie qui le fait. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que la vraie famille n'a rien à voir avec le soutien financier ou l'obligation. La vraie famille vous voit, vous apprécie et vous aime sans condition. Parfois, cela inclut les personnes avec qui vous partagez de l'ADN, et parfois non. La décision la plus difficile mais la plus importante que j'ai prise a été d'accepter cette vérité et d'agir en conséquence. Aujourd'hui, je ne suis ni le distributeur automatique sur lequel mes parents comptaient, ni la fille inférieure, toujours dans l'ombre de Julien. Je suis simplement Amélie, construisant une vie selon mes propres termes, entourée de personnes qui montrent leur amour non pas par des exigences, mais par le respect et la gentillesse. Pero yo me imagino que sí, que consumirá como muchos recursos y que lo costará un poco. Pero bueno, no pasa nada. Simplemente lo reinicio y ya está. A ver si reiniciándolo funciona y queda mejor. Hola chicos, soy Elfrido 1234, bro. Elfrido de TT. Hola, de todos modos, ¿qué tal? O Elfrido de acá. Ah, Elfrido de acá del... Hola, del server, ya vi. Hola, ¿cómo andas? Ya te vi, es que estaba viendo el chat, pero ya te vi. A ver si con esto ya carga. Y a ver si no se traba. Que en principio... me estoy moviendo para ver si se traba o no. Porque en principio se traba menos. Pero parece que se sigue trabando. ¿O no? ¿O sí? Estoy moviendo literal nada más como intentando ver si se traba o no. Creo que no, creo que ya va bien. Hola Josmar, de nuevo. Hola brother. Hola Josmar, ¿cómo andas? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te va? Ya está bien, ¿no? ¿Ya se ve bien? Ya, o se sigue trabando. Es que si se traba, avísame, porque digo, muchas veces es por tu internet, pero a veces es por mi internet. Entonces, si me avisas, te lo agradezco porque así me saco de dudas. ¿Puedo hacer una casa en el pie? Ya sabes que sí. Si quieres hacer una casa en el pie, puedes hacerla. No se ha trabado, creo, todo bien. ¿Y tú cómo andas? Yo bien, pero sí, parece que ya va bien. Parece que ya va bien. Sí, después igual. Me pasé acá ya que TT anda lag. Sí, ya lo reinicié, ya reinicié TT y creo que ya anda mejor, pero de todos modos se ve mejor en TT, entonces de que si quieres quedarte aquí en Twitch está bien. O sea, se ve mejor aquí que en TT, pero porque acá es aquí es horizontal y TT es vertical, pero donde prefieras estar de cualquier manera. Sí, me doy cuenta porque
Los trabines son diferentes. Ah, son diferentes. Sí, como que no sé. Es que le tengo que bajar luego un poquito la calidad al stream porque no me funciona del todo bien. Hola Matix, ¿qué tal? Gracias por los tap taps. Qué gusto verte por acá. Por los trabones. Sí, me imagino que sí, la verdad. Me imagino que sí serán diferentes los trabones. Eh, no sé cómo hacer la pierna, de verdad, te juro que hoy es estas últimas construcciones que he hecho, como que mi cerebro no está dando todo de él. O sea, nunca, ¿no? Pero ahorita estas últimas, ya con la del Vegeta, con la del Luffy, como que mi cerebro ya está bien y ahorita downgradé ya otra vez. Bro, ¿por qué habías terminado? Porque iba lag. Lo reinicié para bajarle un poquito la calidad y ver si así ya va mejor. Por eso, cuando vean que lo termino sin decir nada, probablemente lo reinicie simplemente y de que lo vuelva a empezar. Entonces, normalmente cuando ya me voy, primero les aviso y les digo, ya me voy. Entonces, si ven que no les he dicho que ya me voy, seguramente es por eso. O porque se me cayó el internet de plano, ¿no? Pero no, por lo general es porque lo estoy reiniciando. Por lo general es porque lo estoy reiniciando. Eh, y a ver. A ver si así. De todos modos, luego esto lo vamos a cambiar de color y ya se va a ver diferente, ¿verdad? Pero bueno. La rodilla ya debería estar aquí más o menos. Mm, pero bueno, si en algún momento se traba o lo que sea, avísenme nada más por cualquier cosa. Digo, Yosmar al parecer ya se da cuenta de cuándo es él y cuándo soy yo, pero de todos modos. Para ver si es ustedes, porque igual y es ustedes, pero también puede ser que sea yo, entonces si soy yo, pues tengo que checarlo. Eh, y si me avisan, pues me ayudan, la verdad. Mm, pero bueno, esto más o menos bien. Así, más o menos. Eh, y no va Undermine, es no. O sea, sí, estaba, pero ahorita ya no está justo. Como siempre, no. Tengo una granja de aldanos,